Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mercredi matin sur la radio. Mes confrères et moi, nous décrypterons l'actualité socio-politique de notre pays. Je demanderai leur avis également sur le dernier sommet de l'Union africaine avec la question de la corruption qui revient. Même dans les médias internationaux, on en parle abondamment ces derniers jours. On va placer un mot sur le sujet. Le front social qui se met en ébullition, les enseignants depuis hier, les médecins aujourd'hui, les professeurs, enseignants, chercheurs à l'université se mêlent aussi à la danse, les politiques aussi avec la coalition qui appelle à 3 jours de manifestation aujourd'hui, demain et samedi à travers le pays. Quoi faire pour atténuer tout cela? Les finances publiques le ressent considérablement, renseigne-t-on. On va en parler tout à l'heure avec Willa Carrington, du journal Vox Populi, Tchakala Alerou, courrier de la République, Isidore Akolo qui va nous rejoindre, du journal L'Actu Express, et Olivier Adja de l'agent de presse Afripresse. Retour en studio, mais d'abord, juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi. Vous avez le quotidien Liberté qui revient sur la situation de crise politique au Togo. Les promesses de dialogue jamais tenues. Fort Nyasingbe tourne ses pairs ouest-africains en bourrique, écrit notre confrère. Le journal qui publie une tribune du diplomate américain au Togo, David Gilmour, en évoquant donc l'idéologie de Martin Luther King à rapporter à la situation politique togolaise. La tribune de l'ambassadeur des États-Unis au Togo à découvrir dans le journal Liberté à la page 6. Et puis la paralysie en perspective de la fonction publique. La SCT agite à son tour une menace de grève. Vous lirez l'article dans le journal. Le confrère qui revient sur les rapports de la Cour des comptes sur la gestion, beaucoup plus la loi de finances gestion 2016. SCAP foulé aux pieds, difficultés de prévision, dépenses outrancières. Vous lirez tous ces sujets dans le quotidien Liberté dans les kiosques, donc ce matin. Vous avez l'hebdomadaire Le Messager aussi qui est dans les kiosques. Fin du 30e sommet de l'Union africaine. Kagame, désigné président de l'Union africaine, fort champion du SATM. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, Église des Assemblées de Dieu du Togo, le révérend Diakouti Mitré pose la première pierre pour la construction du siège de la radio-télévision JVA. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, irresponsabilité, quand tu nous tiens, s'exclame le Messager ce matin. Nindewa, attaquement du parti des Togolais, se réjouit de la baisse des recettes fiscales de l'État. Vous lirez l'article dans l'hebdomadaire Le Messager ce matin. Alors, Togonigban, le bi-mensuel aussi dans les kiosques, aujourd'hui, dernier jour de ce mois de janvier, enfin. Crise socio-politique au Togo, la passation ou la passion des politiques l'emporte sur la raison du peuple. C'est écrit donc le confrère, vous lirez l'article à la page 3. Un référendum sans dialogue est une voiture sans pneus, écrit le journal. Un dialogue s'impose donc, conclut notre confrère Togo Nigban. Et puis Afrique, tribalisme, régionalisme et développement. Vous lirez l'article dans le journal Togo Nigban pour les détails. La lanterne aussi dans les kiosques avec le monde de la santé. Encore grève. Est-ce dû à une mauvaise foi du gouvernement? Se demande notre confrère. Que signifie cette contractualisation si les cliniques privées sont bondées de scanners et les hôpitaux publics dépourvus de matériel? Se demande le journal qui met à la une la photo du secrétaire général du
du SYNFOT, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Le dialogue tant attendu est-il possible, se demande le journal à l'interne, quand chacun campe sur sa position radicale. Vous lirez l'article dans le journal MOSU l'International avec le Libéria et le président George Weah qui veut réduire son salaire. On parle de 25% environ. En tout cas, vous lirez les dernières nouvelles dans le journal La Lanterne. Il y a aussi Dunia Le Monde avec une enquête à la une du journal déjà. Les dessous de l'attribution du marché de la construction du siège de la Cypress à la CGC. Et vous lirez l'article dans le journal La Constitution, c'est au niveau de la cité OUIA. Le front social en ébullition, enseignants en colère, médecins décidés à reprendre la bataille, la STT menace, les agents du ministère de la fonction publique ne veulent rien lâcher vers une semaine de tension sociale, prévient donc le confrère Dunia Le Monde, le journal qui publie aussi une interview, celle du président de la convention baptiste du Togo, le révérend pasteur Agbatan Rémi Agossou. En ce moment, le Togo a besoin d'un dialogue. Annonce-t-il, l'interview à lire sur 2 pages, page 4 et page 5. Et puis, politique encore, après quelques jours d'accalmie, les rues togolaises renouent avec la routine des marches, de protestations, de soutien. Et la suite, se demande Dunia Le Monde. Il y a aussi le Mania Libéré qui est dans les kiosques ce matin, le Mania Libéré qui évoque donc la question du dialogue. Dans la logique des prochaines échéances électorales, l'UNIR se dote de véritables structures de combat, les jeunes, les femmes et les sages pour canaliser les énergies donc. Et puis des démonstrations de force, le mouvement de Jeunes Unir et le mouvement de Femmes Unir organisent 2 grandes manifestations à Lomé et le G14 dans les rues pour 3 jours. Et puis, scandale foncier dans le canton de Zanguira, quand le chef canton de la localité foule aux pieds les décisions de justice. Vous lirez les détails dans le journal Le Mania Libéré. Il y a aussi le bi-hebdomadaire Le Libéral qui parle des enseignants et agents de santé qui sont en grève, la coalition de 14 partis dans la rue. Simple coïncidence ou stratégie bien mijotée, se demande le Libéral ce matin. Et puis son éditorial n'est pas loin de ça. Syndicats et partis politiques, une liaison dangereuse, écrit le confrère. Le journal qui publie aussi la tribune de David Gilmour, l'ambassadeur américain au Togo. Le diplomate américain au Togo appelle les Togolais à s'inspirer de la philosophie de Martin Luther King. Les détails, c'est dans le journal de Libéral. Le dialogue à marge du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président Faure Gnassingbé bénéficie de la confiance de ses pairs pour la bonne marche du transport aérien en Afrique. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis fiction, des lendemains d'une crise interminable, on va dire. À quoi peut-on s'attendre à la fin? Se désole et s'interroge à la fin aussi le confrère Le Dialogue ce matin. Et puis le journal qui revient sur les journées de promotion du civisme fiscal. La société Togo Cellulaire désignée championne de la contribution aux charges publiques. Les détails, c'est dans le journal. Puis il y a un mot également sur les discussions entre syndicats et gouvernement qui ont démarré hier. La discussion a démarré hier et le confrère nous renseigne ce matin que des points de désaccord persistent. Et voilà, donc ça c'est le journal Le Dialogue. Et il y a aussi la manchette. La rue dresse le bilan de Faure ce matin. Vous lirez l'article à la page 7. Et puis panique au sommet de l'État. Attention, les caisses de l'État sont vides, renseigne le journal. Le confrère qui publie un entretien exclusif avec le président du NES Directement qui déclare, je cite, « Ne nous donnons pas l'impression qu'il suffit d'avoir le meilleur code électoral qu'on va gagner. » Sa réaction à lire dans le journal. Et puis UNIR, RPT UNIR, l'éternel retour du même, le confrère qui fait allusion au mouvement des sages avec les anciens qui sont toujours revenus ou qui sont toujours là. Vous lirez l'article à la page 5. Et puis il y a un mot également sur la crise à l'université. Au-delà des enseignants-chercheurs qui observent 2 jours de grève aujourd'hui et demain, le confrère parle également de la situation tendue à l'université, en passant par le partenariat signé par la direction de l'université. Je vais parler de la présidence avec la société Fan Milk, la révolution Kakonubukwa ou l'arbre qui cache la forêt.
titre le confrère La Manchette. Et le dernier journal dans les kiosques ce matin qui est avec nous, c'est, je pense, voilà, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika. La taille du pénis excite-t-elle les femmes? Enfin, vous achetez le journal pour les détails. Et puis le dialogue politique, hein, c'est la solution à tous les problèmes togolais, écrit le confrère. C'est dans le journal Sika. Outre Sika dans les kiosques ce matin, vous avez La Manchette, il y a aussi le dialogue qui est dans les kiosques, le Libéral, le Mania Libéré, vous avez Dunia Le Monde aussi, il y a La Lanterne qui est dans les kiosques, le bimensuel Togo Nigbon, vous avez le Messager et puis le quotidien Liberté. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio avec mes confrères. Ouella Carrington, le journal Voz Populi. Bonjour Ouella. Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers du Taxi FM. Vous allez bien? Oui, je vais bien, je rends grâce. Parfait, merci d'être avec nous ce matin. Alors, Tchakala Alirou, bonjour. Mon grand citoyen d'État, Tchakala Alirou. Je préfère ça. D'accord, très bien. Mon très grand citoyen d'État, Tchakala Alirou. Vous allez bien? Je vais bien, mon grand citoyen d'État, Eric. Et bonjour à toutes les grandes citoyennes et à tous les grands citoyens d'État. Très bien. Vous allez aussi apprendre à dire Saint-Éric maintenant. Saint-Éric. Ah tiens, ça me plaît bien, Saint-Éric. Bonjour. La Renaissance. Oui, bien sûr. Oui, bonjour, mon cher ami Saint-Éric. Et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. C'est un plaisir encore pour moi de reprendre du service. L'émission. Et je vous souhaite à vous tous les meilleurs vœux. Puisque c'est... On ne s'est pas vu, hein? Oui, d'accord, c'est pour ce mois la première mission que je fais. Très bien. Merci d'être là avec nous ce matin. Je voulais qu'on aborde la question essentielle qui engage finalement la vie de la nation depuis plusieurs mois, 6 mois dépassés, maintenant que la crise politique a été déclenchée et 6 mois après, on observe les rues qui grondent, les Togolais, une partie des Togolais qui n'est pas contente, qui le fait savoir à corps et à cri. Et depuis 6 mois aussi, la discussion annoncée par le gouvernement togolais n'arrive jamais. Ce matin, le confrère Liberté l'a dit que le chef de l'État semble tourner sa paire de la sous-région en bourrique en annonçant au premier temps les discussions, mais qui ne sont jamais ouvertes. Et cette semaine, c'est le Front social qui semble se mettre en ébullition, puisque les enseignants observent déjà depuis hier des mouvements de grève. Il y a le syndicat le Synfot au niveau des praticiens hospitaliers qui entrent en grève aussi aujourd'hui. Eh bien, les politiques aussi. Et quand on circule en ville, Tchakala, vous avez fait un tour en ville ce matin, forcément. Oui. Et on a le sentiment réel qu'il se passe beaucoup de choses dans le pays. Oui, il se passe un grand malaise qui est perceptible à l'œil nu. On n'a pas besoin de se munir de loupe pour s'en apercevoir, c'est clair et net. Le pays tourne au ralenti et l'économie doit aussi en pâtir. Et ça fait plus de 5 mois que ça dure. Et jusqu'à quand encore? Est-ce une abdication des politiques? Parce que tout ce qu'ils ont à nous offrir, c'est des marches et des contre-marches. Quand un clan annonce une marche ou bien des marches sur 2 ou 3 jours, la réplique trouvée, c'est aussi des manifestations pour dire que nous aussi nous existons. Est-ce que c'est ça que le peuple attend de ces politiques, de ces leaders? Non, on n'a pas besoin de ça. Si ces marches, si ces contre-marches-là pouvaient résoudre le problème du Togo, on n'en serait pas là parce qu'on a tellement marché dans ce pays. On a au point même que les marches sont vidées de leur substance. Mais ce qui est aussi curieux, c'est que ces marches continuent toujours par prospérer. Ça fait leur effet. Il faut voir des foules que ces marches-là drainent toutes les fois qu'il y a ces appels à manifester. Donc je crois que le peuple mérite d'être respecté, le peuple mérite d'être pris en compte dans ses préoccupations premières. Sinon, là, il appartient au peuple de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on nous trouve des solutions à la crise qui est née depuis les manifestations du 19 août. On veut des solutions qui vont sortir le pays de cette situation. Aucun camp n'est en train de gagner. Le pari ne peut pas être gagné par les rues, par tout ça là.
l'économie, on est en train de ressentir. Le jour où on n'arrivera pas peut-être à gérer les salaires, et on ne va pas dire que non, vous avez marché et vous n'aurez pas les salaires, vous avez eu à faire des contre-marches, voilà vos salaires. Non, la sanction s'appliquera à tous sans distinction. Donc je crois que il appartient maintenant au peuple de prendre ses responsabilités. Malheureusement, dans ces cas d'espèce, quand les lignes sont figées, quand on est en train de rentrer dans une impasse, il faudrait quand même qu'il y ait un tiers qui va donner le haut là pour quand même rapprocher les points de vue, mettre la pression sur les deux bords pour qu'ils puissent s'asseoir et s'entendre. Qui pour faire ça aujourd'hui? Non, la société civile, si elle existait de ce nom, si elle était forte, si elle jouait à fond sa partition, si elle n'était pas infodée à certains camps, c'est maintenant ou jamais que la force de la société civile devrait se manifester sur le terrain. Même malheureusement, on a tout vidé, on a tout évacué. Quand elle se lève pour faire si on l'étiquette à appartenir à tel autre bord, quand d'autres aussi. Donc, on n'est plus libre d'avancer des idées pertinentes qui vont sortir le pays de cette situation. C'est pas quand on viendra constater que les institutions de la République ne marchent pas, que l'économie est complètement au fond, que bon, on va peut-être par un sursaut récupérer ce qui peut l'être. On peut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre que le roussi se fasse. Il ne faut pas attendre que tout se faisant, tout devienne pourri avant que certains ne courent. Mais et ce qui est tout drôle et qui m'intrigue, c'est que le pays est malade. Maintenant, on attend que d'autres nous disent que non, c'est le produit qu'il faut prendre pour calmer, soigner notre mal. Mais c'est indécent. Tout à l'heure, nous allons revenir précisément sur la grogne sociale, les enseignants, les médecins, la crise également à l'université de Lomé. On en parle très peu, mais ce n'est pas des choses, je dirais, à la limite de l'horrible à l'université de Lomé. Carrington Ouella, la situation de crise, je dirais, généralisée telle qu'elle se passe aujourd'hui au Togo, est-ce que ça ne doit pas interpeller les acteurs au plus profond d'eux-mêmes, de tous bords? Parce qu'il s'agit aujourd'hui du Togo, là. Oui, en fait. Déjà, ça fait mal d'en parler. Parce que si on est à cette situation, je dis que tout ce qui est en train d'arriver, on aurait pu faire économie. On aurait pu faire économie si depuis les politiques avaient peut-être entendu la voix du peuple et de la raison pour pouvoir aller à un dialogue et à une vraie sortie de crise. Mais c'est quand même intéressant quand on écoute d'autres personnes aujourd'hui de savoir que tout le monde commence par s'accorder au dialogue. Même si les volontés manifestes sont encore en train de tarder, tout le monde commence par s'accorder sur la nécessité de dialoguer. Mais je dis aussi que derrière, ça dépend aussi de ce que chacun a comme idée en voulant sortir pour marcher. Tout à l'heure, vous venez de lire un article dans l'apparition d'un confrère où il y a un leader de l'opposition qui se réjouissait du fait que les finances publiques puissent être à terre. C'est dangereux qu'on puisse dans une république où certains supposent réfléchir et vouloir de meilleures conditions de vie. De toute façon, c'est un constat que les finances publiques ont des problèmes aujourd'hui. Oui, c'est un constat, mais on ne peut pas se réjouir de ce constat. Voilà. C'est-à-dire, quand on demande en termes de bilan, on ne peut pas dire oui, ce que nous avons fait aboutit à cela et nous sommes contents. C'est en fait le côté qui dérange. Sinon, nous sommes tous... Même le gouvernement même a déclaré que les finances publiques sont à mal avec les marches. Donc, c'est pourquoi je dis, quand on a compris que c'est ça, il faudrait rapidement aller au dialogue. Parce que les leaders politiques, ils drainent beaucoup de population derrière eux. Mais je crois que la soirée, eux, ils mangent bien. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que les leaders de l'opposition, aussi bien que du pouvoir, souffrent. Moi, je le dis, c'est des gens qui ne souffrent pas. C'est des gens qui vont se soigner en Europe. C'est des gens qui ont leurs enfants qui fréquentent loin. Et c'est toujours nous qui les suivons, qui sont malheureusement sous le joug de tout ce qui arrive. Parce que l'opposition togolaise aussi est une opposition cinquantenaire. Aussi bien que le pouvoir, qu'on dit qu'il est un pouvoir cinquantenaire, l'opposition aussi est cinquantenaire. Donc, il ne faudrait pas, à un moment, qu'on donne l'impression que quelqu'un souffre et l'autre ne le fait pas. C'est la population togolaise. C'est les Togolais qui souffrent énormément de cette crise. Donc, il faudrait que les politiques arrêtent de prendre les gens pour des idiots et qu'ils fassent hauteur pour pouvoir aller à un dialogue franc et vraiment une sortie de crise. Parce que on va en parler, la grogne sociale, c'est aussi parce que quelque part l'État pourra justifier du fait qu'il n'a pas assez de moyens pour gérer. L'État pourra dire depuis 6 mois, on dit le TR perd plus de 2 milliards
par semaine à cause des marches, l'État pourra justifier le fait qu'on n'a pas assez de moyens. Et derrière, le grand frère l'a dit, personne ne pourra dire on paye celui-là parce qu'il a marché, on ne paye pas celui-là parce qu'il était chez lui. Tout le monde va finir par en pâtir. Ah oui, la situation Voilà. aujourd'hui est terrible et ça se ressent complètement, hein. Je veux dire, dans toutes les familles maintenant, c'est un petit peu chaud parce que au plan politique, ça ne marche pas trop. Les syndicats qui se mêlent à la danse, finalement, Olivier Adia, comment faire pour se sortir d'affaires aujourd'hui? Tout le monde semble montrer aujourd'hui sa bonne foi, sa disponibilité à discuter pour sortir de la crise, mais personne ne fait le pas. Beaucoup plus au niveau du pouvoir. Ça fait quand même, depuis combien de temps? Ça fait 3 mois que Faure Gnassingbé et son gouvernement, dans un communiqué, vous vous rappelez bien, en début novembre, avait annoncé ouvrir très prochainement la discussion. Et très prochainement, ça fait 3 mois déjà. Hein. Oui, mais moi je suis persuadé que le problème que le Togo a aujourd'hui, ce ne sont pas les discussions ou un dialogue qui va résoudre ce problème-là. Alors c'est profond. C'est plus profond qu'un dialogue, que des pourparlers, parce que le problème d'abord est propre donc, à la confiance que les Togolais, ou est lié plutôt à la confiance que les Togolais n'ont pas, les acteurs politiques, je veux dire, entre eux. Et on peut aller à des milliers de discussions. C'est une question de crise de confiance. Voilà, si des dispositions d'esprit et de cœur ne sont pas, on peut s'asseoir, discuter n'importe comment, on ne trouvera jamais de solution. Parce que, imaginez, à cette discussion, chacun viendra avec une position déjà arrêtée. Oui, c'est toujours comme ça de toute façon. Hein. Non, j'ai dit... On vient à une discussion avec les éléments. Pas quand même arrêté. J'ai dit une position déjà arrêtée. Le mot arrêté est très important dans ma phrase ou dans ma démonstration. Oui, on vient à des discussions avec des éléments, mais avec une ouverture pour pouvoir accepter donc les propositions de l'autre et aussi être disponible et disposé à ce que l'autre accepte. Mais ici, ça ne sera pas le cas. On viendra à des pourparlers, à des discussions de sourds, à un dialogue de sourds. Ça, il faut être sûr que c'est comme ça que ça va se dérouler. Aussi bien au niveau de l'opposition que du parti au pouvoir, on sent une fermeture, on sent un radicalisme et chacun a son agenda. Le pouvoir rêve donc d'aller à un référendum et met tout ce qu'il faut pour y arriver. L'opposition rêve donc de mettre fin au mandat actuel ou de Faure Gnassingbé ou du moins de compliquer sa candidature en 2020. Donc voilà le schéma qui va se dresser devant les donc je crois que il faut aller à cette discussion, mais il faut d'abord travailler au niveau des cœurs, des esprits, pour que les gens puissent accéder. Oui, comment on fait ce travail-là? Un travail de disponibilité sincère des acteurs, des uns et des autres pour aller à cette discussion. Comment ça peut se faire? Ouais, c'est là où... que même les églises sont intervenues pour pouvoir discuter avec les gens. Mais ça n'a pas marché. Ce sont des autorités morales, mais ça doit marcher. Ouais. Et comment on fait? Oui, c'est un peu difficile. C'est là où je dis que le problème togolais est plus complexe et plus compliqué que des questions de dialogue et de discussion. Vous comprenez? Donc, on ne va pas aussi changer ou bien améliorer cette situation, par exemple, par un décret présidentiel ou par un décret pris en Conseil des ministres. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un travail sur soi. C'est un travail au niveau même des acteurs. Parce que ceux qui manifestent, en réalité, ils manifestent pourquoi dans la rue? On nous dit, c'est voilà, la Constitution de 92, tout ça là. Mais il faut qu'on nous dise aussi les non-dits. Parce que dans toute chose, il y a des non-dits. Dans toute manifestation, dans tout différent, il y a ce qu'on nous dit et ce qu'on ne nous dit pas. Donc, allons aussi chercher. Mais qu'est-ce que l'opposition ne nous dit pas aujourd'hui? Bon, à votre avis? À mon avis, peut-être ça sera une analyse, certainement qui ne sera pas peut-être proche de ce qu'ils ont, mais certainement que les gens pensent que lorsqu'ils sont allés aux urnes et ça n'a pas marché, ils peuvent prendre le pouvoir par la rue. Parce que je veux parler de ceux qui ont été aux élections de 2015 et qui ont été battus dans les urnes, estiment que, bon, aujourd'hui, leur seule chance d'accéder au pouvoir, à part les urnes, c'est la rue. D'accord? Donc, vous pouvez tout dire. Eux, ils s'arc-boutent à la rue pour pouvoir prendre le pouvoir parce qu'ils estiment que c'est là
seulement qui pourront le... C'est une analyse peut-être qui ne sera pas partagée, mais il y a des non-dits quand même dans toute crise et dans notre crise. Mais quels sont les non-dits? Nous savons que quand l'opposition est dans la rue depuis août dernier, elle demande une seule chose, qui pourra améliorer le cadre électoral pour que des élections crédibles, justes et acceptées par tout le monde soient acceptées. Les réformes donc. Bon voilà, quand les réformes seront faites, ça débouchera sur quoi? Sur une élection crédible à organiser. Donc on viendra au pouvoir ou on sera au pouvoir par la voie des urnes forcément. Oui, Tchakala, vous voulez tout à l'heure, quand Olivier Aïssé, vous voulez ajouter un mot? Oui, je vais réagir par rapport au jeune frère Ouella d'abord, qui dit que bon, lui il a été scandalisé qu'un leader de l'opposition dise que non. Oui, c'est quand même de l'état de notre économie. C'est pas ici qu'on voit ça. Même dans les pays de très longue tradition démocratique, on cherche toujours à mettre. On cherche toujours à mettre l'autre en situation. Vous pensez. On parle de l'économie là. Non, si vous pensez qu'au niveau. Si elle s'est complètement effondrée. Ben, ceux qui viendront, ils géreront quoi? Mais c'est la situation qu'on veut créer pour compliquer la tâche à celui-là qui a promis bonheur au peuple togolais. On peut le paralyser à ce niveau. Et maintenant qui va souffrir? Non, ils auront reçu leur coup. Et qui souffrira en fait? Moi, ma question, c'est qui souffre derrière? Qui souffre, il s'en fout. Mais voilà, il ne peut pas s'en foutre. S'il est un leader politique, sincère, il ne peut pas s'en foutre. Non, attendez. Il ne peut pas s'en foutre. Celui-là qui a prêté serment qu'il va assurer le bonheur du peuple togolais. Mais quand certains arrivent à mettre en mal cet engagement pris d'assurer le bonheur du Togo, il peut que ce pour léger les babires, car tiens, nous avons réussi. Et le leader en question qui se réjouit est dans son rôle. Si aujourd'hui l'économie française ne se porte pas bien, est-ce que vous pensez que les républicains vont rafrogner leur mine, vont dire tiens, au bout des comptes, le jour des comptes, on l'aura là-bas. Donc je crois que ça n'a rien de cynique. Il appartient maintenant au pouvoir de rectifier le tir, de dire qu'à tiens, je suis en train de perdre la main à ce niveau et qu'il me faut prendre des engagements forts pour inverser la tendance. C'est ça. Maintenant, s'agissant de choses, même si ce n'est pas la réponse du berger à la bergère, non, je ne m'inscris pas dans cette logique. Mais ils vous répondront forcément. Mais c'est que il faut aujourd'hui aller à ce dialogue. Il faut aller à ce dialogue sans calcul. Les autres trucs qu'on nous proposerait relèveraient peut-être des situations qui viendraient exacerber. Oui, cette crise de confiance, elle a existé toujours. Elle a toujours existé. Depuis des années, en 90, il y avait déjà cette crise de confiance entre les acteurs politiques. Quand on est au pouvoir, on se méfie des gens qui sont de l'opposition. Et quand on est de l'opposition, on se méfie des choses. Et c'est de l'ordre normal. C'est l'instinct de conservation. Ceux qui sont au pouvoir vont vouloir user de tout pour conserver le pouvoir. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui aspirent un jour gouverner aussi, feront tout pour aussi accéder. Donc, cette crise-là, on ne peut jamais la vider. Cette crise de confiance, elle persistera autant qu'il y aura peut-être les bords. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut se transcender. Il faut dire que nous sommes en train de nous battre pour quoi? Pour le fauteuil. Et maintenant, le peuple, qu'est-ce que le peuple va gagner de ça? Donc c'est là qu'il faut sublimer certaines passions, mettre de côté la passion et faire triompher la raison. La raison, c'est qu'on s'asseye et qu'on discute. On ne va pas là-bas pour tout. Qu'est-ce qui fait que ça traîne? Non, je crois que la balle est dans le camp du président. Il l'a annoncé. Il faut qu'il dise, aujourd'hui, il faut qu'on arrête une date. Qu'on dise que non, il va falloir que nous nous asseyons et que nous discutons. C'est vrai, les préalables, que bon, on dit, il y a amalgame aussi à ce niveau, mais on ne peut pas aller à un dialogue sans chose. Et pour peut-être rassurer les deux bords, il faut un facilitateur. Il faut un facilitateur. Maintenant, si c'est seulement les acteurs togolais qui se retrouvent parce que la confiance s'est complètement érodée, il faut un médiateur qui va essayer de rapprocher les points de vue. Alors aujourd'hui, le Guinéen semble sortir du jeu avec l'entrée en lice du président, je suppose, rwandais, Paul Kagame, président de l'Union africaine. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais peut-être que on reviendra sur le sujet. Non, pourquoi on va aller chercher loin? Pourquoi on va aller chercher loin? Il y a quelqu'un qui s'investit depuis là. Il est à côté de nous. Mais quand la crise au niveau du Libéria avait chose là, on n'est pas allé chercher une force d'interposition de l'Union africaine. Mais c'est ECOMOG, une force sous-régionale. Si
sur le plan sous-régional, on peut peut-être nous apporter un coup de pouce. Je crois que on ne va pas refuser cela. Parfait. Oui. Carrington, où est là maintenant? Il faudrait qu'on dise quelque chose qui, à mon sens, est très fondamental. Les politiques actuellement se battent pour qui ou pourquoi? Voilà, si le seul débat ou si... Ils disent se battre pour le peuple. Voilà, s'ils se battent pour le peuple, je ne peux pas comprendre qu'on veut se battre pour le peuple et qu'on veut mettre ce peuple en mal. C'est en fait là que moi je suis sincèrement intrigué. Là, ça voudrait dire que le seul combat, c'est de devenir président de la République ou c'est de renvoyer le président de la République. Cette crise économique aujourd'hui, quels sont les acteurs qui souffrent de cette crise économique? C'est le peuple. C'est cette dame qui vend au grand marché pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'est cet enseignant, c'est ce médecin et puis tout. C'est eux qui en pâtissent. Alors, il ne faudrait pas que les hommes politiques nous donnent l'impression... Le grand frère l'a dit, j'étais sidéré. C'est là que je me suis tué. Il dit s'en fout. Il ne peut pas s'en foutre. Quand on est un leader politique qui draine du monde et qu'on est responsable, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire dans le sens de oui, on va affaiblir le pouvoir. Il y a plusieurs manières d'affaiblir un pouvoir sans obligatoirement toucher au truc économique qui, maintenant, derrière, crée vraiment des frictions au sein même de la population qu'on suppose vouloir apporter des revendications. Moi, je l'ai toujours dit. Depuis qu'on met cette plateforme de revendication, elle n'est que politique. Elle n'est que retour à la Constitution de 92, mandat, elle n'est que politique. Aucun politique ne s'est levé pour parler du social. Non, on n'est pas à la veille des élections. Voilà, non, justement, on n'est pas à la veille des élections. On n'est pas à la veille des élections, mais j'arrive. Quand l'opposition aujourd'hui parle du social, voilà. Quel moyen dispose-t-elle véritablement? Voilà, je peux y arriver, je peux vous l'expliquer. L'opposition peut trouver les moyens pour aider le peuple quand on suppose qu'actuellement, si l'opposition avait commencé sur des bases de soulèvement social, on serait arrivé à un consensus où tout le monde se retrouve. Actuellement, excusez-moi, moi je ne vois pas pourquoi elle est sortie dans la rue. Je ne vois pas la raison pour laquelle elle est sortie dans la rue, parce que le débat dans lequel l'opposition togolaise est actuellement ne me concerne pas. Quand on me dit retour à la Constitution de 92, je suis jeune, j'ai même pas encore 30 ans, je ne vois pas en quoi la Constitution de 92 m'arrange. Parce que même dans la Constitution actuelle, j'ai même la chance de très vite devenir député, que si je dois attendre la Constitution de 92, où je dois être à 35 ans député. Voilà, mais si c'est aujourd'hui on me demande de sortir dans la rue pour de meilleures conditions de vie pour moi, je suis d'accord. Si on me dit de sortir dans la rue pour pouvoir avoir des... Vous savez que les meilleures conditions de vie est liée à la gestion de l'État. J'en arrive, c'est ce que je dis. Pour pouvoir gérer l'État, si les gens dénoncent la gestion de l'État, ça veut dire que le problème est aussi là. Eux-mêmes, ils ont déjà géré quoi? Pour gérer un État, pour arriver à gérer un État, il faut avoir eu l'expérience de gérer un certain nombre de choses. On ne peut pas se lever, oui, ok, on a vu des pays qui ont eu des transitions. Où est-ce qu'on a acquis l'expérience? Voilà, on a acquis cette expérience en décidant de s'impliquer dans la gestion elle-même de l'État. Les gens ne veulent pas aller aux discussions. Les gens refusent de rentrer dans des gouvernements. Les gens refusent fondamentalement de voir ce que c'est que la gestion. Il y a certains qui vont rester au pouvoir, d'autres vont rentrer dans leur gouvernement. C'est pas juste, là, le problème ne se pose pas à mon niveau. Pendant des années, ce n'est que l'opposition qui est rentrée au gouvernement. Où est-ce qu'on prend le pouvoir? C'est un peu ça. Où est-ce qu'on prend le pouvoir? Pas dans la rue quand même. Justement, c'est pas dans la rue, c'est au niveau des élections. Si on a battu ces gens-là aux élections, bien. Si le pouvoir les a battus aux élections, donc on vous bat aux élections et on quitte pour que vous veniez gérer. Voilà. Ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça. Donc il faudrait qu'on y arrive. D'accord, très bien. Voilà. Olivier. Non, je crois que je l'ai dit que en réalité pour le dialogue, il faut qu'il n'y ait pas de calcul, mais que c'est difficile aujourd'hui parce que tous ces camps, chacun a ses calculs. Oui. Et ces calculs sont même exacerbés. J'estime que ce sont des calculs en réalité égoïstes parce que au-delà de tout, c'est l'intérêt du peuple. Oui, l'intérêt du peuple se situe très loin. Donc, dans ces calculs de tous les deux camps, hein, dans tous les deux camps, chacun a son calcul. Et quand ils vont arriver, comme mon cher ami Tchakala l'a dit, c'est que on a eu plusieurs dialogues. Et la confiance n'y était pas. Et les résultats, on les connaît. Oui. C'est-à-dire, il ne va pas me dire aujourd'hui que dans ces conditions, on a réussi quoi que ce soit. Sauf peut-être l'APG, encore que l'APG n'a pas été totalement vidée. Mais les plus de 20-25 dialogues que nous avons eus, ça n'a rien donné parce que les gens n'étaient pas sincères. Et aujourd'hui, le mal togolais, c'est que on n'arrive pas à faire un bilan de nos erreurs et à tirer des expériences, des leçons pour pouvoir régler ou arranger donc ce que nous allons faire dans le futur. On reprend les mêmes choses, dans les mêmes conditions, avec les mêmes éléments et on veut des résultats différents.
Je crois que tous les savants au monde, depuis les siècles anciens, ont démontré qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Je veux dire qu'on ne peut pas dialoguer dans les mêmes conditions et avoir des résultats différents. C'est tout simple. C'est-à-dire, lorsque vous allez au dialogue avec des calculs et avec une méfiance vis-à-vis de l'autre, vous ne pouvez jamais réussir parce que les résultats ne seront jamais mis en œuvre. On nous a dit que tous les Togolais étaient allés donc, voter pour la constitution de 92 à plus de 90%, mais la promotion n'a pas été appliquée parce que les gens étaient allés avec une hypocrisie. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils ont accepté des choses. Dans la posture d'aller régler des comptes au général Dessingbe Yadémon. Oui, donc bon, au-delà de ça, le général Yadémon s'y a accepté. Mais en réalité, est-ce qu'il a accepté avec sincérité? Non. Donc voilà, les résultats sont là. Les gens ne l'ont pas appliqué. Et on est revenu. On a remis l'ouvrage sur l'œuvre. Et on a repris avec les mêmes erreurs. Et on a les mêmes conséquences. Donc ils ne voient pas pourquoi. Et puis nous, en tant que journalistes ou intellectuels, il faut qu'on arrive à dire ce qui est au peuple. Et puis à dire que la lutte que les gens mènent aujourd'hui, ce n'est pas une lutte qui fera avancer le Togo. Que ce soit ceux qui sont dans la rue comme ceux qui sont au pouvoir, la lutte qu'ils mènent n'arrangera jamais le Togo parce que c'est une lutte de personnes. De gens pour la conservation ce n'est pas une, voilà, pouvoir, et d'autres pour faire partie des gens. Ça ne réussira jamais parce que il faut faire des luttes sur des principes, des grands principes démocratiques. Mais lorsque vous basez votre... En même temps, quand on crée un parti politique, c'est pour arriver au pouvoir. Je ne dis quand pas on que... est au pouvoir, c'est pour y rester. C'est différent. C'est ce que je dis, c'est différent. Bah, expliquez-nous alors. En démocratie, il y a des grands principes. Et ces principes se basent sur beaucoup d'expériences d'autres pays qui les ont... Vous voulez parler des idéologies. Des idéologies, d'accord. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous le conservez, le pouvoir, vous le conservez par rapport à certains principes. Quand vous voulez prendre le pouvoir, si vous mettez des principes en jeu pour prendre ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons un pays où tout est à refaire. Et les gens qui viendront demain trouveront... Si nous avons un pays où tout est à refaire, à qui la faute aujourd'hui? À nous tous. Il faut couper la part en deux. À nous tous. Totalement. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais c'est à nous tous. Il y a des gens qui gèrent le pays pendant 50 ans. Oui, mais nous sommes dedans aussi. Nous participons. S'il y a certains aussi qui sont dans la rue pendant 25 ans, alors, qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Qu'est-ce qui a changé? Donc, la faute est à nous tous, s'il vous plaît. Et il faut pouvoir avoir le courage de le dire. Sinon, on va faire comme on a fait à Jirkis Olympio. C'est le plus beau dans le miroir. C'est le plus sincère. Aujourd'hui, et plus tard, c'est la même chose. Donc, moi, on est fatigué des mêmes résultats, des mêmes stratégies qui produisent les mêmes résultats. Tchakala, la faute à nous tous aujourd'hui, la situation que nous vivons au Togo, c'est de la responsabilité de tout le monde. Oui, nous tous, nous sommes en quelque sorte responsables. Parce qu'à un moment où il fallait prendre les justes décisions, le peuple qui subit la politique de ses leaders n'a pas su s'intégrer dans une dynamique qui ferait plier ces leaders-là. Aujourd'hui, on dit, ben, nous... Le peuple Si, aujourd'hui, qu'est-ce que ces leaders-là sont sans le peuple? D'ailleurs, ils se servent de ce peuple-là comme si c'était des marionnettes. Nous, tel va dire que bon, j'ai marché. Aujourd'hui, l'autre là aussi vous dira que moi aussi j'ai sorti mes militants. Donc le peuple n'est là que pour jouer ce petit rôle-là. Ce petit rôle, ce rôle de clown qu'on lui attribue, le rôle de marionnette. Toi, il faut soulever le bras par ici, on tire la ficelle et vous soulevez le bras. Et il faut mettre la tête de ce côté, on tire la ficelle. Donc, la clochardisation du peuple a été faite à outrance. Et à un moment, comme de petits toutous, des chiens dociles, on est allé. Sinon aujourd'hui, je crois que face à certains altermoiements constatés, le peuple devra déjà réagir. Mais le peuple aussi s'inscrit dans ce mimétisme avilissant. Je marche, je fais les contre-marches et tout ça là. Donc c'est ça. Et j'ai dit tantôt quelque chose. Donc c'est le peuple qui est responsable de la situation. Mais à partir du moment où il subit... Vous aurez aimé qu'il fasse quoi? Mais qu'il siffle la fin de la pagaille de ces leaders. Et ils ont les moyens. Vous voyez un leader aller... Quand on sort, on dit que non, j'ai manifesté, j'ai mobilisé 100 000 personnes. Quand l'autre bord aussi va le faire, l'autre bord aussi dira que moi, si mes militants sont sortis, ils ont cadré presque tout le territoire. Mais quand le peuple va refuser,
de ce petit jeu auquel on voudrait qu'ils se livrent là, je crois que ça assagira un peu ces gens-là. Ils vont dire, ah tiens, ceux-là sur qui on s'est toujours appuyé refusent de jouer ces petits rôles-là. Donc je crois que ça va changer et le déclic se fera dans certaines têtes et que bon, ça va aller. Mais ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous avons fait depuis là? Qu'est-ce que nous avons fait? Quand on vous dit aujourd'hui 3 jours de marche, ça ne s'inscrit pas dans le fait de mettre la pression pour que le scanner, on achète, l'État achète des scanners. Marcher, tant. Quand demain aussi on vous dit que non, il y aura un truc au niveau de Forever, ou bien il y aura des trucs des femmes de tel mouvement là-bas. Finalement, on se retrouve comment dans tout ça là? On ne se retrouve pas. Parce qu'on a prêté flanc. Les gens aussi en usent sans aucune modération de ça, de l'usage qu'on en fait de ce peuple-là. Donc je crois que si on avait une société... Vous êtes un adepte d'un peuple qui se bat seul. Qui va refuser comme... Pas de tête. Comme les gens avaient refusé... Là, c'est dangereux, ça. Non, comme les gens avaient refusé... Mais la dernière fois, quand on a augmenté les prix du carburant, qui a donné le là avant que chose... Oui, c'est comme ça, à un moment. Ça, il faut refuser. Mais les gens, maintenant, avant d'augmenter à la farfelue les prix des produits de pétrole, on réfléchit par 2 fois. Vous pensez que s'il y a des voix qui aussi se laissent comme ça, que non, assez, vous nous avez assez utilisé, vous nous avez assez manipulé, on ne veut plus chose, vous verrez qu'à la minute près, tous les acteurs, qu'ils soient du bord du pouvoir, qui luttent pour la conservation, ou bien du bord de l'opposition, qui voudraient arriver aussi au pouvoir et le gérer, ces gens-là vont se discipliner. Ils vont se discipliner. Et c'est tant mieux, et ça serait tant mieux pour le peuple. Donc je voudrais quand même que ce peuple-là quand même puisse marquer son territoire et refuser les petits rôles qu'on lui attribue. Très bien. Alors, on va maintenant aborder, on va pas trop quitter ce sujet-là, parce qu'on évoquait tout à l'heure la grogne sociale, le front social qui est en ébullition. Les syndicats des enseignants ont annoncé leur manifestation depuis des jours, les enseignants, les médecins. Mais il se passe qu'à l'université de Lomé, depuis quelques semaines aussi, je dirais pas c'est de la merde, mais il se passe des choses terribles là, de ce côté-là. Carrington ou là, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe à l'université aujourd'hui avec les mouvements étudiantins qui organisent des assemblées générales, qui sont dispersées? Hier, on a encore vu des scènes surréalistes, des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment désolant. C'est très désolant qu'on arrive à ces cas d'extrémisme, s'il faut le dire ainsi. Parce que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on met des millions pour une police universitaire, histoire de cadrer tout ce qui se passe dans l'université de Lomé. Et quand maintenant il y a des manifestations, des soulèvements, il faille faire appel à la police et puis qui vient avec tout le lot qu'on sait. Maintenant, moi je me dis que l'université de Lomé a des responsables. Et puis dans ce pays, nous on le martelera toujours à Vox Populi, dans ce pays il faudrait quelque part que chacun commence par rendre des comptes. Voilà, chacun commence par rendre des comptes de ce qu'il fait comme activité et de comment il gère la chose publique. On ne peut pas se lever, quel que soit tout ce qu'on pourra dire aux étudiants, ils ont manifesté, ils veulent faire sortir les autres des salles de classe. Ces réactions ne peuvent pas amener à une contre-réaction qui puisse être de faire tomber la police, la gendarmerie pour frapper les gens. Non, quand la police universitaire est dépassée par les événements, vous voulez qu'on fasse quoi? Non, c'est ce que je dis. Je dis au-delà de tout, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on met tous ces millions pour la police universitaire si elle doit être dépassée par ce genre de situation. Voilà, j'ai commencé. Elle doit pouvoir être capable de contenir les mouvements dans l'université de Lomé. Pour qu'on n'ait pas... Parce que derrière, quand la police ou la gendarmerie rentre dans une université, ça donne carrément une autre image à la chose. Soyons francs, dès que la police rentre, ça donne une autre image carrément à ce qui se fait à l'université de Lomé. Donc il faudrait à un moment, c'est ce que je dis, que la présidente de l'université puisse commencer par rendre des comptes sur comment se font les choses et comment ils gèrent les choses. Parce que voir des étudiants qui courent et sont obligés de sauter la clôture. Oui, voilà, qui sont voilà, qu'est-ce qui les poursuit? Voilà, qu'est-ce qui les poursuit? Je veux bien me poser cette question. Qu'est-ce qui les poursuit jusqu'au fait qu'ils soient obligés de sauter le mur pour pouvoir quitter l'université? Je ne comprends pas. Voilà, sauf si alors les portes de l'université sont bloquées. Oui.
Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit bloquer les portes de l'université? Si à manifestation d'autres veulent sortir, ils pouvaient à mon sens être libres d'aller et de venir. Donc il faudra un moment qu'on puisse, comme je vais peut-être me répéter, qu'on rende des comptes sur comment est-ce que nous gérons la chose publique. Olivier, la crise à l'université, ça fait quand même des années maintenant que ça dure, hein, et ça finit pas. Le MET, dans le temps, avait conduit les mouvements. Bon, ces leaders successifs sont passés, il y en a qui sont devenus des politiques, endurcis d'ailleurs. Et aujourd'hui, la LT2 avec Folie Sachivi qui mène aussi la bataille. La dernière fois, c'était le maître qui était aussi entré en jeu avec son assemblée générale qui a été dispersée. À la direction, je veux dire, à la présidente de l'université, on trouve des justificatifs. Hein. Les assemblées générales, d'accord, il y a un cadre qui est bien défini avec les associations estudiantines, des cadres qui ne sont pas respectés par les étudiants. Et ça, c'est pas normal. Non, je crois qu'il faut mettre tout ça dans un aspect plus global, hein, de crise sociopolitique dans notre pays. Moi, j'inscris tous ces mouvements dans cet aspect-là. Il y a des liens. Non, les étudiants font des revendications avec les AG qui sont réprimés avant les mouvements politiques. J'ai dit que ça rentre dans un... Vous savez, quand un pays a des difficultés, c'est comme le corps humain. Lorsque vous êtes affaibli, votre système immunitaire est affaibli, tous les microbes vont vous attaquer. Ce sont des microbes qu'on appelle des maladies opportunistes. D'accord? Donc c'est normal. C'est-à-dire que lorsque vous sentez un pays affaibli, tout le monde va vouloir donc rentrer dans la danse. Ça, c'est normal. Et quand vous parlez du mouvement estudiantin, c'est un mouvement qui a une histoire au Togo. D'accord? Et l'histoire de ce mouvement n'est pas loin de l'histoire voilà, des partis ou bien donc, politiques au Togo. Donc, il y a des liens. D'accord? Maintenant, si on dit il y a des liens, ça ne veut pas dire que les étudiants n'ont pas de problèmes et ne doivent pas revendiquer. C'est aussi différent. Les étudiants revendiquent chaque fois. Et il y a des cadres qui sont créés. Et il y a certaines revendications qui sont satisfaites, d'autres pas, en fonction des moyens de l'université et de l'État. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier était une honte pour notre pays parce qu'une image, des images que nous avons vues n'honorent pas notre pays. Et quels que soient les cas, il faut appeler les responsables de cette université à prendre du recul et à mieux faire. Parce qu'ils peuvent mieux faire. Il en va de leur image. Ouvrir d'autres tables de discussion. Oui, pas seulement. Moi, je ne parle pas seulement des discussions, mais de l'encadrement de ces manifestants ou de leur répression. C'est-à-dire, on a un professeur de droit agrégé, donc qui est le président de l'université de Lomé. Donc, il est censé savoir comment faire des choses. C'est un intellectuel de haut niveau qui ne doit pas donner des images de l'université où les étudiants escaladent des murs avec leurs engins et peut-être même prochainement c'est les véhicules qu'on va prendre pour escalader des murs. Oui, ça va être compliqué, mais si les gens arrivent avec les vélos, ils finiront par arriver avec des véhicules à 4 roues. Donc, voyez-vous, ça fait rire. Hein, donc, ce n'est pas normal pour l'image de notre pays. Mais je dis encore que, dans tous les cas, il y a des liens hein, donc, avec la situation sociopolitique de notre pays. Et il faut quand même savoir comment résoudre ces questions pour ne pas en rajouter donc, aux difficultés du pays. De ce point de vue, à tous les niveaux, on a envie de compliquer la tâche à Fort Gnassingbé. Jusque à l'université. Non, il faut dissocier les choses. D'accord, très bien. Je crois que quand on est en train d'expérimenter une situation et qu'on voit que ce qu'on est en train de faire va être plus grave que ce qu'on gérait antérieurement, le bon sens recommande qu'on ne fasse pas le pas de trop. C'est vrai. Les campus universitaires, que ce soit au Togo ou ailleurs, c'est le lieu par excellence de la contestation. 1+1 ne donne jamais 2 sur les campus universitaires. Vous êtes passé par là, c'est la contestation permanente. Il y a même certains que nous aimons bien aujourd'hui de par leur envergure politique qui sont passés par là. Oui, et c'était toujours dans cette atmosphère de contestation. Et on s'inscrit là-dedans. Mais qu'est-ce que ces gens-là demandent? Qu'on fasse son AG au niveau d'un terrain ou au niveau d'un amphi? Où est le problème?
Mais il faut choisir ce qui va faire moins de dégâts. Les gens refusent qui ne vont pas. Mais s'ils vont tenir leur AG à côté d'un amphi et que à la fin, il n'y aurait pas de dégâts, il n'y aurait pas de poursuite. On ne va pas voir ce qu'on... des images surréalistes. Il y a quand même eu un accord. Hein. Et maintenant... Un accord dès le début. Les mouvements se sont mis d'accord avec la présidence de l'université que les AG se feront soit sur le terrain, soit au niveau de... Il ne faut pas oublier qu'on disait que l'AG d'hier était une AG non déclarée, c'est-à-dire une AG sauvage. Oui, et qu'est-ce qu'on fait des franchises universitaires quand on envoie les militaires et tout ça là? Oui, donc tous sont dans la dynamique de violer certains tests qu'ils se sont donnés. Il ne faut pas seulement pointer le doigt accusateur en direction des étudiants. Les premiers responsables de l'université aussi ont failli à un moment. Vous savez, ça fait combien de temps? Si nous qui avions de petits boulots, nous souffrons. Mais il faut voir un peu dans quelles conditions ces étudiants-là travaillent. C'est qu'avant, à notre époque, quand on commence, un mois après, on a ce qu'on a, les primes de la rentrée. Ça n'existe plus. Oui. Il y a les bus. À l'époque, le ticket de bus de Konakwe au campus, c'est 10 francs le feuillet. Oui, donc vous avez tout le paquet. Oui. Maintenant, ces gens-là, la bourse, c'est 28 600, rien n'a changé. Maintenant, le strict minimum, il faut attendre que les élèves se soulèvent. Il faut attendre que les étudiants manifestent avant que le bac, ça fait plus de 4 mois que les gens finissent le bac. On est censé avoir un fichier et on est censé aussi débloquer ce qu'il faut pour apaiser la tension sur le campus. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Et quand ces gens-là manifestent, et on trouve qu'ils exagèrent, mais avant d'accuser ces étudiants-là, il faudrait que ces responsables se disent, mais où notre part dans tout ça là? Oui. Notre part, elle est où? Elle se situe à quel niveau? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait qui est en train d'irriter ces jeunes? Il y a des étudiants de 15 ans, de 16 ans, quand vous les voyez, oui, certaines fois, quand on finit de boucler tard, à 1h, à 2h, on voit des étudiants d'un certain âge prendre des motos ou bien certains même à pied qui vont, histoire d'occuper certaines places avant que les cours censés commencer à 8h de cours. Oui, tôt le matin, ça continue comme ça? Jusqu'alors, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, 4h, c'est 4h, vous n'aurez pas de place. C'est 1h, 2h du matin. Écoutez, autant promis complètement à l'université. Ah oui, c'est comme ça, c'est la triste réalité. Camper à l'université. Oui. Mais certains élèves finissent les cours à 20h. Ils sont obligés de rentrer, de rallier Zanguera à pied, histoire d'aller se trouver quelque chose mais sous la dent, fermer un peu les yeux et reprendre le sens inverse pour venir occuper. Donc, c'est la situation que nos jeunes frères, nos enfants vivent. Donc, essayez d'améliorer. C'est vrai, il y a des progrès qui ont été faits. Hein. On ne peut pas dire que non, rien n'a évolué. Oui, ça a été, mais on cherche davantage. Donc, ce qu'il faut faire, donner le strict minimum et ces étudiants-là se montreront sages. Parfait, très bien. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. On se retrouve après pour la seconde partie de Taxi Presse de ce mercredi. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Retour en studio avec mes confrères Tchakala Aliro, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse et Carrington Ouellan, le rédacteur en chef du journal Vos Populi. Et nous continuons dans la même foulée avec le Front social. Les enseignants depuis hier sont en grève. 3 jours de débrayage. Mardi, mercredi et jeudi. Et depuis hier, ils discutent avec le gouvernement, la commission qui a été donc mise en place. Sauf que ce matin, le confrère de dialogue nous apprend que les désaccords persistent après le premier jour de discussion. Le système de santé aussi a des problèmes. Le Synfot a appelé aussi à 2 jours de grève. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sérieux dans la cité, Carrington? Oui, il y a un problème sérieux. Le problème de la santé. Je vois le grand frère Jakara qui sourit. Parce qu'on en a longuement débattu le lundi au club de la presse. Voilà, parce que sincèrement, c'est un problème crucial.
moi je suis pour le fait que tous les secteurs d'activité togolais puissent aller en grève, sauf le secteur de la santé. Parce que c'est des morts, on va risquer d'enregistrer des morts. On ne le souhaite pas, mais c'est une évidence. Vous allez suggérer peut-être au gouvernement togolais de faire sortir cette loi que Patrice Talon a sortie au Non, Patrice Talon a osé, il a osé avec tout le lot de problèmes qu'on a vu sur le Bénin. Donc je ne pense pas qu'on le fera au Togo. Il a été rappelé par la Cour constitutionnelle du Bénin. Donc c'est de trouver des situations atténuantes et véritablement aller vers les solutions. Parce que la dernière fois, le secrétaire général du Synfort expliquait que la première lettre a été envoyée depuis juillet. Depuis juillet 2017. Depuis juillet 2017, on avait déjà commencé par tirer la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement pour leur demander de revoir les conditions de vie. Donc si on est à cette grève en février 2018, c'est qu'il y a véritablement un problème. Et le problème, c'est le mutisme de nos dirigeants. Ces dirigeants qui s'imaginent peut-être qu'en se taisant, on trouve les solutions. Alors que ce n'est pas tous les corps qui arrivent, qui acceptent de se faire intimider. C'est vrai qu'il y en a certains, on se tait, bon, et ça continue. Mais il y en a, quand ils décident de se lever, forcément, ça fait mal. Et c'est pourquoi je répète encore que j'aurais préféré que le secteur de la santé soit régulièrement écouté. Parce que ça y va de la santé à nous tous. Si véritablement ceux qui nous gouvernent ont pour credo de pouvoir de voir les gouverner continuer par vivre, parce qu'il faudrait aussi qu'on vive pour qu'on puisse nous gouverner. Oui, bien sûr. Voilà, donc si on devrait tous mourir, je ne vois pas celui qu'on va gouverner finalement au Togo. Mais je le dis, je les comprends. Moi je dis, je comprends nos gouvernants, parce que pour un mal de tête, on sait où ils vont se soigner. Donc quelque part, ça donne l'impression qu'ils s'en foutent complètement de nous, nos conditions de vie. Parce que quand on nous dit qu'il y a un certain service qu'on n'arrive pas à faire dans le plus grand hôpital du Togo, ça nous pose un problème. Mais du côté du gouvernement, eux aussi disent qu'il y a certains matériaux qui ont été achetés dans des hôpitaux et il y a une mauvaise gestion de certains là-bas où il y a du vol et puis tout, et des gens qui préfèrent déserter pour leur clinique. Donc c'est aussi dire que s'il faudrait qu'on améliore les conditions de vie, qu'il y ait aussi une bonne gestion de tout ce qui arrive. S'il y a une mauvaise gestion, pourquoi est-ce que l'État ne sanctionne pas? Oui, justement, c'est ce que je dis. S'il y a un laisser-aller des deux côtés, on ne peut arriver qu'à ce genre de difficultés. Donc il faudrait que chacun puisse prendre la mesure de la chose pour que demain, quand l'État pourra dire qu'il y en a qui ont pris, qu'on puisse les sanctionner. Parce qu'au Togo aussi, ça il faut le dire, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, et des fois même qui s'arguent d'être amis personnels du chef de l'État, qui font des choses dans ce pays sans qu'on ne les sanctionne. Donc derrière, si aujourd'hui quelqu'un pourra dire qu'il y a un responsable dans un CHU qui a pris tel matériel pour amener dans sa clinique, si l'État ne l'a pas sanctionné, personne ne pourra dire le contraire derrière. Donc il faudra aussi que si ces matériaux sont là, que chacun puisse bien faire son travail et qu'on puisse sanctionner ceux qui porteront entrave à tout ce que l'État pourra envoyer. Olivier, non, ça devient sérieux, hein? Quand la santé s'en mêle, parce que le risque également, c'est qu'au niveau des fonctionnaires de l'État, on s'apprête aussi à aller en grève. La STT a renseigné hier avoir déposé un préavis de grève au niveau du gouvernement togolais, donc dans les prochains jours, une assemblée générale. Et puis, on sait comment ça se passe. Et quand la STT s'en mêle, ça devient compliqué à gérer. Oui, vous avez parfaitement raison. Et il faut dire que le social, c'est le talent d'Achille de nos gouvernants. Depuis des décennies, ou du moins plusieurs années, le social demeure l'apparente pauvre, ou voilà donc un secteur qui a besoin donc d'investissement, de beaucoup d'investissements. Il faut dire que le président Faure Gnassingbé en était conscient, si bien qu'il a décidé de mettre tout un mandat 5 ans donc à ne s'occuper que du social. Oui. Mais c'est les grandes décisions, même si elles viennent, elles sont beaucoup trop timides. C'est-à-dire, il y a des projets d'électrification, des projets comme le PUDC, et on avait fait la SCAP, il y a d'autres projets qui viennent, mais en réalité, ce sont des gouttes d'eau, hein, donc dans une vaste mer. Si bien que la question demeure, et les investissements prioritaires, où ça doit aller. Parce que quand vous faites le constat aujourd'hui qu'au Togo, il n'y a pas d'hôpital de référence. D'accord?
étatique, bien sûr. CHU Sylvanus Olympio. Quand j'ai dit quand j'ai dit on dit qu'il n'y a pas d'injection, il y a certains tests basiques qu'on ne peut pas faire. Quand j'ai dit que lui-même, je crois que c'est de la plaisanterie. Non, je plaisante pas. Notre centre hospitalier le plus grand chez nous, c'est Agoué. Non, j'ai dit, quand je parle d'hôpital de référence, c'est-à-dire un hôpital où, quand on vous amène là-bas, vous savez que vous êtes guéri, en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous avez tous les moyens, le matériel nécessaire, le personnel bien qualifié, et voilà, la prise en charge est assurée, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est ça, moi, j'appelle un hôpital de référence. Donc, on n'en a pas au Togo? On n'en a pas. On n'en a pas. Et les gouverneurs aussi en sont conscients, on n'en a pas. Mais ça ne coûte absolument rien d'avoir ce genre d'hôpital, par exemple. Peut-être avec 10 milliards ou 20 milliards, j'exagère, c'est pas trop. Mais on peut avoir un hôpital comme ça où tous les Togolais peuvent aller et être sûrs que ils vont être guéris. Du moins, si la maladie n'est pas une maladie inguérissable, ils vont avoir gain de cause. Vous prenez Lomé, 90% des malades ou qui sont gravement malades se rendent hors de nos frontières, chez nos voisins de l'Ouest, oui, pour se soigner dans les hôpitaux, dans la région, dans la Volta Region ici, où les gens vont se soigner. Mais encore, comment ils sont reçus? C'est normal que lorsque moi je suis Ghanéen, quand je viens dans un hôpital, je vais être soigné avant l'étranger qui arrive. Je ne vais pas souffrir et qu'on me dise qu'on soit un étranger. Et voilà donc des cas qui sont déplorables. Et je crois que l'État avait fait un effort entre-temps. Rappelez-vous de ce projet BIDC, ce projet sur lequel on a acheté du matériel, on a construit des locaux pour abriter certains matériels. On devrait sur ce projet recruter des médecins, on devrait sur ce projet faire beaucoup de choses. Hein. Il y a des confrères, je pense qu'il y a l'enquêteur qui avait publié le dossier, le confrère d'Alternative aussi est revenu là-dessus il n'y a pas longtemps, juste l'année dernière. C'est de la mauvaise gestion finalement. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne punit pas? Non, mais il faut d'abord planter le décor en disant oui, vous avez raison. L'État a sa responsabilité et on vient de le relever, de soulever. Mais aussi le personnel soignant et les autos, certains responsables du pays ont aussi leur responsabilité. C'est une question de bonne gestion. Quand on remet de l'argent à quelqu'un pour acheter ou bien pour moderniser nos hôpitaux et cet argent donc se perd dans l'air, c'est que c'est une question de gestion. Quand il y a un médecin qui confond le matériel des hôpitaux à son matériel, qui va construire ou bien qui transforme plutôt sa maison en clinique privée et qui va ramasser les lits et tout le matériel des hôpitaux pour les seringues, tout ce qu'il y a pour amener dans sa maison, c'est un problème de gestion. Mais pourquoi on ne punit pas? Ça, c'est aussi, une habitude togolaise, d'accord? L'impunité, c'est notre chéri, c'est notre bien-aimé. Pourquoi frustrer l'impunité? Depuis des années, on a passé le temps à cultiver, à chérir l'impunité. Donc, elle est devenue une femme qu'on aime beaucoup et on ne veut pas la frustrer. Donc, aussi bien, on part du planton jusqu'au personnel des hôpitaux, personne n'est puni pour ce que... Même lorsque vous punissez certains, il y a des syndicats qui se lèvent et qui les défendent. Voilà, tout est mélangé dans notre pays, si bien qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Et on est là, on ne peut pas s'en sortir dans ces conditions. Aujourd'hui, au-delà des enseignants, hein, parce que ça fait aussi, on en a parlé longuement ici, aujourd'hui, le cas qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les médecins. Aujourd'hui, les hôpitaux publics sont désertés. Le service minimum qui est dit même, on l'observe à peine. Demain, ça va continuer. Ce n'est pas les plus hautes autorités qui vont souffrir. Ça, c'est sûr. Hein. Oui, mais la médecine, c'est une science exacte. C'est pas de la magie. Bon, c'est pas... Quand on va au CHU Sylvanus Olympio ou bien au CHU Campus, on ne va pas chez un guérisseur traditionnel qui part des jeux de jonglage. C'est une science bien exacte. Mais quand on sort docteur, quand on sort médecin, ou bien quand on sort professeur sage-femme, mais il faut quand même du matériel pour accompagner ce qu'on a appris. Mais on a constaté, comme je l'ai dit tantôt sur une radio sœur, nos médecins, ils sont bien,
Ils sont bien, ça on ne peut pas dédire cela. Ils sont bien, mais c'est des magiciens. C'est des magiciens parce qu'ils font avec les moyens de bord. Mais quand on a diagnostiqué un mal, on sait le processus qu'il faut suivre pour guérir ce mal, les analyses qu'il faut faire. Mais il manque de tout ça là. Même les gouttes épaisses là, quand on veut voir quelque chose, à une certaine heure, on ne fait plus des analyses. Il n'y a plus de réactifs. Et vous voulez que ces gens-là continuent à mimer, à dire que non, au nom d'un certain apaisement, pour ne pas frustrer, pour ne pas dire que non, nous exagérons, qu'ils continuent par mimer. Mais c'est des vies qu'ils ont en main. C'est des vies qu'ils ont en main. Depuis juillet 2017, ils ont envoyé une lettre allant dans ce sens. L'équipement des centres, à la mise à disposition de certains réactifs pour des soins élémentaires. Mais on n'a pas réagi. Et au même moment, on parle de contractualisation. Contractualisation dans ces conditions. Mais les gens disent que la contractualisation, ça serait une faillite, même n'en déplaise à ceux-là qui sont en train de dire que non, ils voient tout beau. Visiblement, ça marche. Non, qu'est-ce qui marche? Non, on a fait jouer ce rôle au président de la République. Le président de la République, c'est pas un médecin. Vous pensez que quand celui-là qui l'a investi d'être le ministre de la Santé vient lui dire que mais ça va, qu'il aille le chose? Non, non, c'est ça. C'est ça. Non, mais on peut pas. Mais au niveau du le chef de l'État. Non. Mais excusez-moi. Mais tiens, mais malheureusement c'est ça. Malheureusement c'est ça. Ce qu'on est allé acheter pour la BIDC. Oui. C'est du pourri. On n'a même pas pu démarrer un. Oui. Il était dupé. La preuve n'est pas arrivée. C'est-à-dire quand il savait donc il n'était pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. C'est ça. Mais vous pensez que c'est. On dit que non, les chiffres que pour la contractualisation, il y a eu ci et ça. Et vous pensez que le chef de l'État va dire que non, j'ai fait ci et ça. Mais quand il va mettre quelqu'un pour peut-être une contre-interdiction, ce serait toujours des médecins. Il y a cette solidarité-là dans le mal. Cette solidarité-là dans le mal. Et c'est ça qui fait le problème. Mais c'est cette histoire de BIDC où des milliards se sont évaporés pour qu'on achète du pourri. Mais il n'appartient pas au président de la République de claquer le droit que non, faites-moi la lumière. Il y a des gens qui peuvent se saisir de ce dossier et faire la lumière. Non, mais quand le chef de l'État va dire que celui qui a fait ça l'a arrêté, en Bassier, on va dire que ah mais force est érigée en potentat. Il y a des gens qui n'assument pas. Il y a des gens, quand on parle de corruption dans le pays, mais il y a des institutions qui sont créées pour ça. Mais ils sont là, inactifs, assistant en grande spectatrice, ces institutions-là, à la déconfiture se faire tous les jours. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Et si quelqu'un vient à mettre des entraves dans l'exécution normale de leur fonction, de leur mission, là, on va aviser. Mais ils ne font rien, ils sont là. Mais c'est pas fort qui va décider que non, faites-moi la lumière autour de ce projet BIDC, faites-moi la lumière autour de cet axe qui ne finit jamais, bon, pour lequel les sous se sont évaporés. Faites-moi la lumière sur tel et tel cas. Non. Que les gens s'autosaisissent de ces affaires-là que nous dénonçons, pas par simple humeur, mais par des faits exacts. Et là, si on tape du poing sur la table, là, le chef de l'État ne va pas dire que un criminel qui a mis par devers des milliards qui sont destinés à faire telle mission, il ne va pas dire que mais relâchez-le-moi. Et on n'a qu'à faire et puis on va aviser. Mais c'est que c'est grave. Ce que les gens du Saint-Fort ont lancé comme un mouvement, c'est un mouvement salvateur. Ça permettrait quand même aux premières autorités du pays de prendre conscience que non, il y a un danger quelque part, un danger qui ne dit pas son nom. Mais vous allez sur le campus peut-être un peu malade, mais vous ressortez par l'autre côté, par la morgue, parce que les soins que vous devriez avoir, vous ne les avez pas eu et puis vous êtes parti comme ça. Oui, mais la question de la contractualisation, moi, ça me plaît bien parce que au départ, quand on avait annoncé ce projet, on l'avait salué parce que c'est un projet qui a été expérimenté dans d'autres pays. Et ce qu'on ne nous dit pas, pendant des années, ce projet a été expérimenté au niveau de l'hôpital de Baie. Et donc, et puis, ça, et quand vous rappelez, il y a une année où on nous disait, quand vous avez un problème, vous allez là-bas, vous êtes bien accueillis, oui, bien sûr. Tout va bien. C'est au cours de cette période où ce projet était expérimenté. Suzanne Haro ? Oui, bon, je ne me situe pas bien, mais c'est la coopération allemande. Ce projet, oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a une contractualisation, je crois, avec la GTZ. Oui, mais c'est le processus. C'est le même processus de contractualisation qui a eu lieu, qui s'est arrêté entre-temps. Et on a vu
quand ça s'est arrêté, ce qui est encore comme problème là-bas. Et on sait pourquoi ça s'est arrêté. Donc, de toutes les façons. Excusez-moi Olivier, mais est-ce que ça ne pose pas un problème? C'est-à-dire que les citoyens dans lesquels on a investi pendant des années et des années, on les a formés, plusieurs d'entre eux ont été envoyés à l'étranger, ils ont étudié, ils sont venus pour servir la nation. On nous dit qu'ils sont incapables de gérer. Est-ce que c'est pas un problème ça? Oui, c'est un problème. C'est un problème. Ça, on l'a déjà dit, que notre société a des difficultés, a des problèmes. Et la gestion, ce n'est pas... en faillite. La société est totalement en faillite. Mais avant de régler ce problème, il faut quand même parer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que si c'est la contractualisation qui peut être une solution pour régler un tant soit peu ce problème dans le secteur de la santé, c'est normal. On nous dit que à Takpamé et je crois à Blita où c'est expérimenté, ça marche bien. En tant que journaliste, nous on ira peut-être aux enquêtes pour voir ce qui se passe et ce qui ne se passe pas bien. Mais c'est un processus qui est à saluer parce que la gestion de nos hôpitaux, ça c'est un problème réel. Les médecins que nous avons, ils ont tous des cliniques et quand ils arrivent le matin, parfois à 11h, ils quittent à 11h30. Est-ce qu'ils n'ont pas interdit finalement cette affaire-là de clinique aux médecins qui sont employés par l'État? C'est une décision qui serait difficile à prendre. Qui serait bonne à prendre, mais difficile. C'est-à-dire, c'est une très bonne décision qu'il faut prendre. Mais est-ce qu'on peut arriver à prendre cette décision actuellement? Ça serait compliqué. Donc, que vous travaillez pour l'État, vous ne pouvez pas avoir votre cabinet à côté. Non, on peut l'avoir, mais c'est que leur habitude, c'est que quand ils viennent même au service de l'État, ils travaillent pour leur cabinet. Ils détournent les malades vers leur cabinet. Et ils font donc du commerce avec certains. Moi, j'ai appris, même dans le cas de cette affaire de scanner au niveau du CHI, que certains ont sciemment saboté le scanner pour envoyer les malades vers des structures privées. Le scanner a été pourri. Je ne dis pas que ça n'a pas été pourri. On l'a vu. Suivez-moi, je ne dis pas que ce n'est pas pourri. Mais au moins, entre-temps, ça a fonctionné. Les gens sont allés chercher. Ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné en temps. Ils ont changé des pièces. Le scanner a fonctionné en temps. Mais j'ai appris que certains sont allés encore saboter des choses dedans. Donc, de toutes les façons, il y a des gens qui ont des intérêts privés dans des structures publiques et qui font un effort aussi à leur niveau pour que les structures publiques ne marchent pas. Parce qu'ils ont des intérêts. Et là, c'est la collusion. C'est normal, nous tous on le sait. On ne peut pas refuser que les gens... C'est comme ça se joue au Togo. Et c'est un sport national. Non, pour rectifier. Rectifier quoi? Non. Rectifier quoi? Vous savez, tous ces médecins-là, au-delà de leur fonction officielle au niveau de nos grands centres-là, ils officient aussi dans des choses privées. Vous pensez que si au niveau du privé ça marche et qu'ils font les bonnes affaires, là, ils vont se mouvoir que non, on a besoin de machines? Non, tant mieux. Ils préfèrent faire leurs affaires plein comme on en ferait. Pourquoi vont-ils crier qu'on n'a pas tel alors qu'ils brassent des millions au niveau de choses? Non, je crois qu'il faut refuser certaines... Je n'ai pas dit que les structures publiques ont du matériel. J'ai dit le peu du matériel qu'on leur donne. Certains parmi eux les sabotent. Mais je n'ai pas dit on achète du pourri, on constate que c'est du pourri, ça ne fonctionne pas et on cherche des pièces. Qu'est-ce qu'une pièce neuve peut faire sur une machine pourrie? Non, pas grand-chose. Est-ce que vous avez appris qu'au CHI, des gens ont été arrêtés au portail avec du matériel du CHI? Est-ce que vous avez appris ça? Oui. Voilà, ce sont des choses qui se passent. Oui. On n'a pas besoin de dessiner ça. C'est-à-dire, c'est un fait. Il faut le dire, tout en disant aussi que l'État a une responsabilité d'équiper les structures. Mais lorsque l'État donne le peu d'équipement, que les gens n'aillent pas les ramasser pour leur structure privée. Le CHU Sylvanus Olympio ne s'inscrit pas dans notre temps. C'est un truc peut-être à constituer un centre médico-social et à aller construire des hôpitaux ailleurs. Non! Rentrer là-bas, est-ce que ça prête mine? Ça ne prête pas mine. C'est malheureusement c'est ce que nous avons. Il faut changer le décor. La santé, c'est ça qui fait un peuple. Il a promis de construire. Il faut construire au moins 2 hôpitaux de référence. Ça, un au sud et peut-être un au nord. Mais les centres de par région. Par région. Oui. On peut arrêter avec les infrastructures et maintenant mettre l'accent sur le social, les hôpitaux, en construire.
On ne va pas dire que non, mais pourquoi on a arrêté la construction des infrastructures à partir du moment ça là, ça fait de l'argent pour certains qui ne terminent jamais les chantiers. Autant investir dans le social, Merci construire beaucoup. des hôpitaux. Je voulais vous interroger pour finir sur l'actualité internationale et l'Union africaine avec le sommet qui vient de finir. Les chefs d'État de la sous-région ou de l'Afrique, puisqu'il s'agit de l'Afrique, on réfléchit sur la question de la corruption. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème, ça, Carrington? Est-ce que c'est pas un vrai problème? C'est le meilleur problème dans nos républiques. Mais un peu pour revenir, si vous permettez, en une minute, on a aussi un problème au Togo qui est le problème de l'amour de l'autre. Parce que je me dis que quand on a les moyens quelque part et on sait que ces moyens, excusez-moi, on n'a pas beaucoup souffert pour les avoir, il serait quand même aussi bien de partager. Si au Togo, tous ceux qui ont emmagasiné, amassé des millions, des milliards, avaient la présence d'esprit de se dire qu'un jour ils vont mourir et qui pourraient, avec cet argent, faire plaisir ou aider d'autres à évoluer, je crois qu'on est trop petit au Togo pour souffrir. Pour revenir sur Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, je n'ai rien compris. On n'est pas nombreux pour... On n'est pas nombreux au Togo. Oui, vous voulez Les dire gens qu'il y n'ont a pas le des, sens il y a du des gens, partage. il y a Les des gens gens n'ont pas- qui ont des milliards. C'est pas je veux le dire, les gens ont des milliards. Voilà, le chef de l'État même a dit qu'il y a une minorité. Oui, Si mais cette minorité écoutez, quand vous avez décidait, de ce que je l'argent, dis... Vous ne pouvez pas lever un beau matin, vous mettre devant votre porte et commencer par dire... Non, Non, les gens je- le je font. parle Ils n'ont pas- qu'à construire Voilà. des écoles. Voilà ce que je dis, j'ai dit aider les autres à évoluer. Je n'ai pas dit de partager de l'argent. Il y a Équiper des les jeunes, écoles. il y a des jeunes dans leur localité qui ont des projets, qui ne sont pas forcément obligés d'aller vers les structures de financement. Oui. Voilà, quelqu'un qui a emmagasiné 1 milliard, quelqu'un qui a 1 milliard, ça fait 1000 millions, peut décider de réunir 4-5 jeunes et leur donner 5 millions pour qu'ils se développent. Et si ces jeunes sont reconnaissants dans le fait que c'est quelqu'un qui les a aidés, quand eux ils auront 10 millions, ils aideront avec 100 000, 200 000. C'est ce que je dis. Et avec ça, personne n'aura à souffrir dans ce pays. Voilà, parce La qu'il y en a souffrance qui ont ces aussi moyens. est née avec le monde, donc il y aura toujours des Oui, gens qui il y vont aura souffrir. toujours des gens qui vont Donc, souffrir, on mais peut pas, mais on on peut pas peut. éradiquer la misère On peut de pas la planète. oui, mais on peut faire Très l'effort. bien, oui. On peut faire l'effort Quand même. de ne pas être à ce niveau de D'accord, misère. parfait. Et puis aussi, il ne faudrait pas toujours qu'on dise l'État, l'État, l'État. Il y a de petites choses que des gens ont les moyens de faire. Qu'ils commencent par le faire. Qu'ils commencent par le faire. Ce sera aussi des accompagnements Un petit peu pour comme l'État. Nixon l'a dit. Voilà. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'État? Que chacun commence par décider de partager le peu qu'il a. Vous avez à manger à côté, personne n'a à manger. Vous pouvez partager. Bien sûr. Si on a ce sens de partage dans la cité, je crois qu'on va quelque La cité se part. porterait mieux. Voilà, la cité se porterait mieux. Sur la question Merci. maintenant de la corruption. de la corruption maintenant. En fait, la corruption, comme Olivier Adja le disait, on la caresse. La corruption actuellement est rentrée dans nos mœurs. C'est même notre éducation. Moi, quand on dit corruption au sommet de l'État, je donne toujours cet exemple de dire à la maison, tu es là et un oncle vient te remettre 1000 francs et te dit de partager avec ton petit frère. Voilà, le petit frère n'est pas là. Quand il vient, tu lui remets combien? Beaucoup qui nous écoutent diront on va lui remettre 300 ou 250. Normalement, tu dois lui remettre 500 parce qu'on vous a remis 1000 francs à partager. Mais c'est tellement ancré dans nos têtes de Bon, se ça, c'est pas la dire... corruption. Oui, non, c'est pour dire que c'est tout ceci qui amène à la corruption. Ouais. Actuellement, pour légaliser une pièce, on se dit que c'est normal de donner 100 francs aux policiers. Non, ça continue, cette histoire, ça continue. Ça continue. Voilà, aujourd'hui, pour faire une carte d'identité nationale ou pour faire un truc, on se dit toujours qu'on doit nous le faire rapidement. Oui. Voilà, ça commence par là. On se dit qu'on doit nous le faire C'est-à-dire que rapidement. c'est finalement nous-mêmes. C'est qui notre sommes le éducation, c'est ce que je dis. C'est ancré en nous. Et le danger, c'est qu'on trouve que c'est normal. C'est ce que je dis. Parce que certains ne comprendront pas que c'est un acte négatif. Mais c'est dans la normalité. C'est ce qui doit se faire. Et c'est ce qu'il faut que ça se fasse. Voilà. Donc, même D'accord. pour avoir du boulot. Même pour avoir du boulot, nous, on l'a dit à maintes reprises dans dans notre journal. À l'ANPE, le travail se négocie. À l'ANPE, le travail se négocie. Il faut donner de l'argent pour avoir un boulot. Il faut, À l'ANPE? à l'ANPE, je vous dis que le travail... Et nous avons les preuves de ce qu'on dit. Voilà, donc c'est la normalité. Et malheureusement, c'est ce dans quoi nous vivons. Est-ce que dans nos pays, nos chefs d'État peuvent lutter efficacement contre la corruption? Si nous ramenons le problème au Togo, il y a plusieurs instruments qui ont été mis en place, mais on constate toujours que la corruption, on s'en accommode à peu près. Hein. Il y a des gens qui touchent à l'argent de l'État, mais bon, l'État ne réagit pas.
Oui, c'est dommage. Moi, je crois que au niveau de l'UA et le président rwandais Paul Kagame, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse lui reprocher, a prouvé donc il n'aime pas la corruption dans son pays. Que le développement passe forcément par la lutte efficace contre la corruption. Absolument, et le travail. Donc il a suffisamment démontré, le Rwanda qui est parti d'un génocide aujourd'hui, qui est l'un des pays les plus développés en Afrique, avec les plus mieux gérés plutôt en Afrique. Ça prouve que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui veut bien faire. Même si on met à côté ces questions de droits de l'homme et voilà de démocratie, j'ai toujours dit que l'Afrique doit pouvoir trouver sa voie, donc son modèle de gestion des États. Parce que les Africains n'ont pas su donc mettre ensemble, faire un mariage entre ce que l'Occident nous a apporté, ce que nous avions comme modèle de gouvernance et de développement, si bien que voilà, on est là à tourner en rond et on a du mal à appliquer le système qu'on nous a apporté. Je fais une parenthèse en disant que en réalité, moi j'aurais aimé que demain, lorsqu'on va parler de la constitution, du régime politique, du mandat présidentiel, qu'on pose la question aussi bien à ceux qui sont au pouvoir que à ceux qui veulent venir. Combien de temps vous estimez que vous pouvez faire pour réussir donc dans la gestion d'un pays? Ah, qu'on le pousse clairement la question. Qu'on fasse un sondage et qu'on pose aux politiques, toi, combien de temps tu crois que tu peux faire pour pouvoir satisfaire un peuple? Et qu'on consigne ça. Et qu'on arrive. Mais ça fait rire, mais ça serait normal. Ça a du sens. Oui, qu'on consigne ça. Et qu'on se dise que lui, il a dit qu'il peut faire 30 ans et il va réussir. Est-ce qu'on lui donne 30 ans ou on fait une moyenne? Et puis tout le monde vient, on sait que c'est une décision que nous tous, en tant que Togolais, nous avons pris. Mais pas le modèle qu'on nous a apporté, que 2 mandats, un mandat, 4 ans, 5 ans. Les gens, ils l'acceptent à contre-cœur. Vous comprenez que beaucoup d'Africains l'acceptent à contre-cœur. Mais ils sont hypocrites, ils n'ont qu'à dire non. Dans notre culture, on ne fait pas 4 ans là, c'est pour se satisfaire, c'est pour remplir d'abord les poches. En un mandat, il changera le quotidien des Béninois. Il est en cours. C'est une promesse électoraliste, tout le monde, on comprend. Mais certainement, il s'est pris à ton propre piège. On verra comment il va s'en sortir. Mais en Afrique, on sent que les Africains n'arrivent pas à gérer un pays en moins de 10 ans. Ça, c'est une parenthèse. Donc, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, la corruption. Et ça commence, comme mon confrère l'a dit, à la maison. Lorsque vous avez un métier et vos parents vous appellent pour vous dire, ah, tu as trouvé quelque chose, ce qu'il faut faire, il faut maximiser pour pouvoir construire, pour pouvoir faire ceci, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on ne fait pas ceci. Tu sais bien que, voilà, c'est difficile. Donc, toi aussi, et le salaire qu'on te donne, ce n'est pas suffisant. Donc, fais un effort pour trouver. Ce sont des conseils qu'on donne aux jeunes. Lorsque vous trouvez un métier, c'est la première des choses qu'on vous dit. Donc ça veut dire que vous allez vous débrouiller. Et même à confondre la caisse de l'État. Donc, mais c'est un travail psychologique. Il faut rentrer dans les têtes pour extirper ces genres de comportements. Ça va être compliqué finalement. Compliqué, oui. Chakala, aujourd'hui, les chefs d'État africains veulent lutter contre la corruption. Non, c'est le thème qu'ils ont mis pour encore bluffer les populations. Ça veut dire non, ils ne pourront rien. Non, quand on vient, c'est pour soigner ses comptes en banque. C'est pour vider les richesses du pays au profit de... Non, si, eux-mêmes. Qui? C'est pas la vieille qui vend son aïmolo au bord de la route qui s'adonne à ça. C'est les dirigeants eux-mêmes. Des comptes, ils en ont dans les paradis fiscaux, c'est eux. S'ils peuvent aujourd'hui nous dire que non, mais nos avoirs, là, on va mettre ça au profit de l'Afrique pour développer l'Afrique, là, c'est tout bénéfique. Même le siège où ils vont se trouver pour leur messe annuelle, là, c'est un pays qui était moins que l'Afrique il y a quelques années, qui a offert gracieusement. Même le budget de fonctionnement de cette institution-là, c'est l'Union européenne. Mais vous voulez quand même quoi? Si on gérait sainement... On peut lutter contre la corruption quand même. En faisant quoi? Mais ça doit commencer par eux d'abord. Ça doit commencer par eux. Quand les multinationales viennent exploiter nos trucs ici, là, c'est vous qui signez leur contrat? Non. C'est les vieux, ce sont eux. Vous me signez ce contrat-là en contrepartie, vous avez 6 ou 10% de temps. C'est comme ça qu'ils se départissent de ces façons de faire et le continent se portera mieux. C'est tout.
Quand ailleurs on n'arrive même pas à déboulonner certains, c'est parce qu'ils ont eu à tisser des liens avec certaines multinationales et ces gens-là ne jurent que par celui-là qui est là pour sauvegarder leurs intérêts. Leurs intérêts d'abord et le peuple vient peut-être en dernière position. C'est ça qu'ils donnent l'exemple qu'ils veulent s'inscrire dans une nouvelle dynamique, qu'ils veulent lutter sincèrement contre la chose, et contre la corruption et on va aviser. Ce n'est pas nous qui corrompons. C'est pas nous qui sommes les vecteurs, c'est eux qui tissent des liens incestueux. On participe à tout ça. En faisant quoi? Tu gères quoi? Oui, non, tu vas voler le micro, tu vas corrompre qui avait chaud. Non, tu dis la vérité, certainement même ça te cause des problèmes. Si. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand, tout à l'heure, Karine Tonwela le disait, quand on va légaliser un dossier, quand nous-mêmes nous nous empressons, parce qu'on est pressé, oui, on est à l'antenne, mais on veut prendre le dossier à 13h, alors pour que ça passe vite, on glisse quelque chose, nous aussi nous participons à... Je connais par exemple la maison ou bien 2 maisons d'un ministre ou bien maintenant il a 4. Je vais lui demander comment tu as fait pour avoir 4 maisons. Non, c'est eux-mêmes, ils doivent se faire cette violence de cesser de faire ça. Et mais quelqu'un qui a 4, 5, 6 voitures et son garage plein à craquer, il est obligé de jeter sa convoitise sur le lopin de terre du pauvre qui est à côté, que non, je vous achète tel lot à tel pour rien que pour faire le garage. Le parking. Vous voyez un peu. Merci beaucoup. Messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Karine Tonwela, le rédacteur en chef du journal Vox Populi, la voix du peuple, et Tchakala Alérou, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse. Messieurs, merci d'être venus pour le débat. Merci à Emmanuel Afaniagbe, à Relais pas Francis. Appelez-moi Saint-Éric. Toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance. Taxi FM.